Écoutez les gars, c'est parti, nouvelle émission de Fighter et aujourd'hui on a un champion de l'Hexagone MMA, on a Prince Aounala avec nous et je vais laisser YR Fight présenter Prince, à ton tour YR. Oui, donc ce soir dans Fighter, nous recevons le champion poids lourd de l'Hexagone MMA, Prince Aounala, qui s'entraîne à la Free Fight Academy à Paris. Son palmarès en carrière, c'est 20 victoires pour 12 défaites. Il combat actuellement à l'Hexagone, il est en 5-0 à l'Hexagone. Il a défendu récemment sa ceinture face à Anthony Big Morel le 1er février. Il est sorti vainqueur grâce à une magnifique soumission. Et d'ailleurs, Prince, comment vas-tu depuis cette dernière performance? Bah écoute, ça va très bien, merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Et ouais, non, bah tout se passe bien, hein. Je suis déjà merci pour la présentation. C'était très sympa. Et bah, tout se passe bien, je suis à l'Hexagone, 5 combats, 5 victoires, 3 défenses de titre. Comme j'ai dit lors de mon combat, pour moi, je suis le meilleur combattant de l'Hexagone. Que ce soit par rapport au stade, si tu vas un peu plus loin, si tu vas nombre de takedowns défendus ou enfin, nombre d'amenés au sol, pour moi, je suis le meilleur. Donc, bah, tout se passe bien. Ça, sur ta carrière actuelle, on va revenir un peu après, on va essayer de faire ça chronologiquement. Moi j'ai des questions à te poser déjà sur ta jeunesse et le sport que tu as fait avant, parce que j'ai vu que le MMA, tu as eu le droit qu'à partir de 18 ans. Au début, tes parents n'étaient pas très chauds, j'ai vu ça. Donc qu'est-ce que tu as fait comme sport avant et le MMA, à 18 ans, comment tu as commencé ça? Donc, c'est assez simple. J'ai toujours été attiré par le sport de combat. Donc, bah, après, bah, pour s'inscrire, forcément, il faut payer la licence. Si la salle elle est un peu loin, faut être véhiculé. Puis en général, c'est le soir. Et bon, moi, je vois avec ma mère. Donc, ma mère, elle était pas pour. Donc, tous les sports de combat, à chaque fois, j'étais mort. Donc, j'ai fait un peu de tennis, un peu d'handball, pas mal de sports dans ma jeunesse. Et à peut-être, je crois que j'avais 16 ans, il y avait des grands de mon quartier qui faisaient du sambo. Donc moi j'ai essayé de les suivre, j'ai fait une séance, deux séances. Après le coach il m'a dit ouais c'est bien, t'es motivé, mais il va falloir payer. Donc je suis reparti voir ma mère et elle m'a dit c'est mort. J'ai dû attendre 20 ans. Ah oui. Ouais, c'est à 20 ans que j'ai commencé, parce qu'après à 20 ans ça y est, je travaillais, donc j'ai payé ma licence. Et j'ai commencé directement avec bah, le MMA à Vitry chez mon cours. Ok. Et justement, donc tu as commencé à 20 ans. Comment c'était tes premiers entraînements ton niveau, t'as commencé à douter ou pas? Bah, au début, c'était compliqué parce que moi, j'étais vraiment dans mon quartier. J'ai toujours aimé, on va dire entre guillemets, la bagarre. Donc, j'ai toujours aimé les corps à corps. J'ai toujours aimé être en fait dans l'exposition. Et quand tu penses que tu as un certain niveau, on va dire dans la rue, et que tu te retrouves dans une salle avec des mecs qui savent que c'est le vrai niveau et qui sont des compétiteurs, en fait, tu vois qu'en fait, t'es à zéro. Donc ça, c'était compliqué dès le début, en fait, parce que directement, en fait, moi, je pensais, je suis arrivé avec une certaine arrogance. Et je me retrouve avec des mecs qui, en fait, ils s'amusent avec moi. Et ça, c'était dur au début. Ah, parce que t'arrives à 20 ans, c'est-à-dire qu'il y en a, ils ont déjà peut-être 4 ans dans les pattes, voire un peu plus. Donc t'arrives avec un peu de retard, mais que t'as bien rattrapé après, quoi. Donc C'est ça. t'arrives avec du retard, quoi, au début. C'est ça, parce que la plupart des mecs, ils ont, je sais pas, ils ont fait du karaté à 12 ans, ou un peu de boxe taille, un peu de pied-point, ou un peu de sol, un peu de lutte, ce que tu veux. Moi, je suis arrivé avec zéro. Ouais. Mais justement, on peut dire que c'est ça qui t'a servi aussi d'être en difficulté. Ça t'a aussi fait progresser plus vite, je pense. Bien sûr, bien sûr. Après, je pense que moi, c'était en moi. C'était en moi depuis tout petit. Bah, en fait, depuis tout petit, je suis admiratif par rapport aux combattants. Je suis attiré par ça. Donc, en fait, c'était une suite logique. Ça a été un peu tard. Je trouve que 20 ans, c'est un peu tard pour commencer. Mais en soi, bah, ça s'est bien passé, hein, dès le début. Ah, mais t'as même pas traîné, parce que il me semble qu'à 20 ans, t'as commencé en amateur, et à 21 ans, t'es passé pro directement, quoi. Voilà. Donc, à 20 ans, j'ai commencé, je crois que j'ai dû commencer peut-être septembre. Et 2 mois et demi après, ouais, au mois de novembre, j'ai fait ma première compète en amateur. J'ai fait 4 combats à la journée, j'ai gagné. Après, j'ai enchaîné, je crois que j'ai enchaîné avec les tournois là, à Montrouge. T'es pas 100% fight.
Non, mais ça c'est après, ça c'est l'année d'après. Là, je te parle juste de ma carrière amateur. Amateur, en gros, j'ai fait 8 combats en amateur. Dans la même année, j'ai gagné les 8. Bah, après, à 21 ans, 100% fight en poids lourd. Et de base, je suis en moins 93, mais là, le moins 93, le tournoi, il était peut-être 4-5 mois après. J'ai dit à mon coach, Mathieu Nicourt, je lui ai dit voilà, il savait comment j'étais, il savait que j'aimais ça. Je lui ai dit voilà, c'est pas ma caté, mais j'ai envie de le faire. Et lui m'a dit bah vas-y, hein, pourquoi pas. Je m'en rappelle à l'époque, tout le monde m'a dit mais t'es un fou, c'est pas ta caté, sois patient, tu vas te manger des défaites bêtement. Je dit les gars, c'est mort. Je veux y aller, j'ai été. Et justement, à tes débuts, comment ça se passait au niveau de la gestion du stress? T'avais un stress, toi, en particulier, ou avant de rentrer dans la cage, ou pas du tout? Bah, bien sûr, au début c'est compliqué parce qu'en fait, parce que nous, enfin à mon époque, on a associé ce sport-là à la bagarre. Donc pour nous, en fait, c'était vraiment, tu vas te battre avec un mec. Mais le problème, c'est que le mec, tu le connais pas. Il n'y a pas d'animosité, il y a rien. Et quand tu arrives face au mec, tu vois en fait que non, c'est pas de la bagarre. C'est un art martial, donc il faut avoir une préparation mentale. Et nous, on l'avait pas. Donc ça veut dire que, comme souvent, si t'es, en général, dans les combats, il y a beaucoup de failles qui ressortent chez certains combattants. Donc si mentalement il n'est pas équilibré, s'il a manqué de ceci, il a manqué de cela, tu sens que sur des axes, eh ben, il sera pas complet. Et ben, moi, en fait, j'ai tout découvert dans ça. Je veux dire qu'au début, c'était compliqué parce que j'avais pas le conditionnement nécessaire pour ça et j'avais pas les leviers pour le activer. Justement, toi, tu avais plus de facilité au sol, en striking, où tu as vraiment tout appris uniformément. Bah, au début, c'était en striking parce que vu que j'étais focalisé bagarre, bah, je me jetais sur le mec. Ouais. Donc, ça m'a beaucoup facilité. Je me jetais sur le mec, j'envoyais tout. Et les mecs, vu qu'ils étaient en mode combat, bah, quand ils voyaient un mec débouler bagarre, bah, ça cassait leur stratégie. C'était un bon avantage. Et après, à force de Et à faire quel ça, bah, moment t'as senti? au sol. Donc, j'ai dû entraîner ma lutte et mon sol. Ah oui. Et justement, à quel moment t'as senti qu'il fallait vraiment que tu sois bon partout dans ta carrière? Bah, parce que moi, en fait, j'ai très vite atteint le haut niveau. Donc là, l'année, là, comme j'ai fait une année amateur, où j'ai fait du combat. Après, j'ai fait mon année professionnelle. L'année juste d'après, j'ai fait 9 combats. Et à la fin de l'année, j'ai signé au Cage Warrior. Donc là, Oui. tu vois, ça allait beaucoup, ça allait très très vite. Donc ça veut dire qu'en fait, là, t'arrives avec tu affrontes des mecs, ils ont un staff technique. Ça veut dire qu'ils ont un mec pour les pattes lourdes, ce nutritionniste, ceci, cela. Et moi, j'allais avec un mec de mon quartier. Ah Donc, ouais. tu sens, et même où je m'entraînais, c'était une salle de quartier. Et surtout là, sur ton parcours, moi j'ai vu toutes les orgas que tu as fait. J'en ai noté 4, parce qu'après, il y en a, sont pas énormément connus pour le grand public, mais j'avais noté 100% Fight, Cage Warrior, KSW, Hexagon MMA. Je sais que tu es passé aussi par l'UAE, donc c'est une organisation où Manon Fiorot et Axel Sola ont combattu, qui vient des Émirats Arabes Unis. Et tu as aussi combattu au Brésil. J'ai envie de savoir un peu, quand tu es arrivé au Brésil, comment tu as senti le sport de combat là-bas et le MMA? Ouais, j'ai pas combattu au Brésil, hein. Ah, il me semblait que moi j'ai vu, tu as combattu une fois au Brésil, on en parlait, il me semblait. Moi, j'ai affronté pas mal de Brésiliens, mais j'ai pas Ok. combattu au Brésil. Ah, il me semblait que tu avais combattu au Brésil. Et dans toutes ces orgas-là, justement, est-ce qu'il y a une orga qui t'a marqué? Ben, Que ce soit, tu sais, le côté organisation, ouais, ouais. est-ce qu'il y a une orga qui Bah, était mieux? j'ai combattu dans une organisation qui s'appelait Night of Warrior. Ouais. C'était en République tchèque. En gros, à l'époque, c'était, on va dire, ils étaient au-dessus de l'octagone actuel. Et bah, là-bas, ce qui m'a marqué, en fait, c'est que c'était très, très, très professionnel. Et l'UAE, l'UAE aussi, c'était carré. En plus, l'UAE, c'était un peu avec l'époque du Covid, là. C'était vraiment carré. En gros, tu viens, je me rappelle, c'était, c'était à Abu Dhabi, et là-bas, l'organisation, c'était géré que par des Brésiliens. En fait, il y a un groupe où il y a toutes les informations, le mec vient te chercher. Ça, c'est vraiment, vraiment carré. Moi, le truc que j'aime bien, c'est que ça se fait pas beaucoup en Europe. Bon, dans les pays de l'Est, il y a quand même, c'est que quand tu combats, tu sois payé directement. En général, tu combats, tu vas recevoir
un RIB, tu vas recevoir, tu vois, tu vas recevoir un chèque. Mais par exemple, dans les pays ou à Abu Dhabi, t'as ton battu, t'as le mec qui t'appelle, viens, tu rentres dans une pièce, hop, tu as ton argent, il donne un pourcentage, il donne des fois 20% pour le change, hop, salut. Ça, faut pas le dire au top, ça. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça, parce que t'es venu, t'as fait ta prestation, t'es payé, Ouais, c'est fini. ouais, ça c'est Pas bien. que dans l'attente ou, bah, comme t'as dit, des fois, les organisations, ils ont un délai 28 jours pour payer, ils te payent au bout de je sais pas combien de temps, où il y a un retard, où il y a ceci. Ça veut dire que toi, t'as fait ton combat, mais t'es encore dans le combat dans le sens où t'as pas encore eu ton argent. Bah oui, c'est clair, tu penses toujours à ça. Tu te dis, est-ce qu'il est payé, est-ce qu'il n'est pas payé c'est tout, hein. C'est ça. Et comment t'as pris ta première défaite? Parce qu'on sait que des fois c'est pas facile de perdre. Comment toi, est-ce que ça t'a servi ou t'as eu du mal à t'en remettre? Comment tu l'as vécu? Bah, en fait, je l'ai pas pris comme une défaite. Je l'ai pris comme un challenge. Dans le sens où j'ai dit, ah, ok, c'est ça le haut niveau. Donc, en fait, directement, ça m'a mis en mode, faut que tu progresses. Et elle arrive assez vite parce que, bah, justement, j'ai fait le contender poids lourd. Et, je crois, un mois et demi après, ouais, 2 mois après. Parce que moi, en fait, à l'époque, c'est pas comme, à l'époque, c'était, moi, quand j'ai commencé, exactement, Mathieu, je lui ai dit, moi, quand je combats, je veux des dates. Ça veut dire que j'avais 3 combats prévus à chaque fois. Je finissais les trois, j'avais 3 autres combats prévus. Donc là, je me rappelle, j'avais fait Contender. Un mois et demi après, j'avais un combat en Angleterre. Et 2 mois après, j'avais le combat en Angleterre 313. Et ma défaite, c'était le combat en Angleterre. Mais j'avais pas le niveau. Parce que j'avais affronté un mec qui s'appelait Lane Martel. Il était à 6-1. Moi, j'avais que 2 combats de pancras. Ça faisait que 1 an que c'était ma première année pro, début de l'année. Et lui, la seule défaite qu'il avait eue, c'était contre un mec, une Gomez, qui avait signé à l'UFC. Mais c'était un ancien boxeur professionnel. Ah ouais. Donc, ça veut dire que le mec, il avait 10 ans d'expérience. Moi, c'était ma première année. Ouais, Et, et juste- et justement, l'UFC, c'était un objectif. Tu as pensé aussi un jour ou pas spécialement, tu fais ton parcours dans le MMA et s'il t'appelle, il t'appelle. bah, j'y ai pensé, oui. Quand tu fais du MMA, tu dois y penser. Mais après, c'est compliqué parce que j'ai 33 ans. Donc, pour aller à CWFC, forcément, c'est pour viser la ceinture. Donc, il faut quoi? 3 4 ans pour l'accession jusqu'à la ceinture. Compliqué. Donc là, moi, je me vois plus dans une dynamique où je fais mes combats, j'enchaîne, je kiffe, que du plaisir, je me prends pas la tête. Si une organisation qui a un profil intéressant m'appelle, j'y vais. Sinon, je reste où je suis. Je te disais avec le KSW, avec l'Hexagone MMA, il y en a beaucoup qui vont un peu au KSW en one shot pour quelques combats. Ça t'intéresse le KS? Bah, je l'ai fait. Malheureusement, ça s'est mal perdu. Ouais. Ça s'est mal passé, j'ai perdu. Et bah, après, si je me rappelle, y a pas de souci. Franchement, si je me rappelle, y a pas de souci. J'aimerais bien y retourner, mais comme je t'ai dit, je me prends pas la tête. Dans le sens où on m'appelle pas. Ouais, de toute façon, tu prends tous les combats qui arrivent, quoi. Je sais pas si tu m'as entendu ou ça a coupé. J'ai entendu presque la fin de la phrase. En gros, tu prends tous les combats qui arrivent, quoi. Tu prends autre chose. Là, c'est vraiment du kiff dans ma carrière. Donc, je me prends pas la tête. Non, non. Je prends ce qu'il y a à prendre et après, on verra, hein. Là, je prends Et 3 ans, je vais pas combattre jusqu'à 40 ans. Donc, je pense que maintenant, j'ai beaucoup d'objectifs, je me suis mis beaucoup de pression. Donc, maintenant, c'est détente. Et justement, en parlant de pression, avant un combat, t'es comment toi? T'as besoin d'être entouré, t'as besoin d'être dans ta bulle, t'es comment mentalement avant un combat? Le jour J. Maintenant, j'ai beaucoup d'expérience. Donc, j'arrive à vraiment dissocier le stress. Parce que c'est simple, quand tu vas combattre, en fait, comme on dit souvent, ton premier ennemi, c'est toi-même. Ça veut dire que avant même
d'avoir l'avis des gens, de voir le combattant, dans ta tête, eh ben, tu vas avoir plein de petits, on va dire, de petites phrases parasites qui vont te faire douter. Donc, et après, si t'es blessé, si tu t'es mal préparé, si ceci, si cela, il y a plein de trucs qui vont rentrer en compte. Et maintenant, j'ai vraiment à dissocier tout ça. Donc, ce que je fais, c'est que je me focalise sur le combat. Voilà, je veux combattre. Je ne prends pas la tête. Je veux prendre du plaisir. Que je gagne ou que je perds. Bah, concrètement, c'est pas que je m'en fous, mais c'est plus aussi important bah, qu'à l'époque. Ah, c'est vrai que sur ta KT, là, Hexagone MMA, moi, le combat que j'attendais beaucoup, bah, c'était contre Anthony Big Morel. Là, il t'avait mis aussi l'Hexagone MMA, il me semble, un japonais, c'est la Orange, ça, il me semble. J'ai pas trop compris ce fight, pourquoi lui, tu vois, aussi, ils l'ont sorti de nulle part, et ils sont pas assez bizarres. Et comment t'as senti ce combat, toi, Orange, contre le japonais? Bah, de base, déjà, je passe un petit salut à La Réunion, parce que je le vois dans les commentaires. De base, moi, j'avais voulu prendre Morel. Il m'avait call out. Moi, je suis quelqu'un, je marche au mérite. Donc, je suis le champion. Morel, il a fait le parcours qu'il fallait pour affronter, pour avoir trouvé le shot. Ben, y a pas de souci. Donc, il m'a call out. On a parlé du combat. Il m'a pas de souci, avec plaisir. Et au final, on m'a ramené un japonais. J'ai pas trop compris. Donc, même moi, en fait, ça m'a pas plu dans le sens où, là, en gros, c'est comme si je donne ma parole à gauche et à droite, je fais autre chose. Allez, Non, moi, je suis pas matchmaker, hein, je suis juste un combattant. Donc, bah, j'ai pris le fight. Et au final, en fait, ça a juste retardé les choses. Et, j'ai gagné, tant mieux. Ça a retardé les choses. Et Morel, ça lui tenait à cœur de m'affronter à Orange. Moi, j'aurais bien voulu, hein. Simplement. Au final, ça s'est pas fait, bah, c'est pas grave. C'est comme ça. Mais c'est beau de voir le respect qu'il y a entre vous, parce qu'on a eu aussi Anthony Big Morel avant toi en interview, et il nous a vraiment bien parlé de toi. Il nous a dit que tu étais quelqu'un de bien, que tu avais totalement mérité ta victoire face à lui, que tu l'avais dominé, et qu'il a que du respect envers toi. Donc c'est beau de voir ça aussi. Parce qu'on se sait. Il y a plusieurs types de combattants. Mais nous, on est des combattants où on respecte les guerriers. Tu vois. Donc, et après aussi, il y a un recul à faire. Ça veut dire que moi, en gros, en fait, ça dépend. Si tu regardes ton nombril, tu vas être en mode, je suis le plus beau, je suis le plus fort, ceci, cela. Tu vas, tu vas, tu vas monter sur les autres pour pouvoir, entre guillemets, te mettre en valeur. Et il y a les autres types de combattants où je pars du principe que, voilà, moi, quand je combats, en gros, c'est pour ma famille, c'est pour ceci, c'est pour cela, j'ai plein de motivation. Il y a, on va dire, plein de gens autour de moi, et lui, c'est la même chose. Je sais que si il perd, moi j'ai déjà perdu, je sais ce qui se passe autour de moi quand je perds, la déception des gens, tu vois, c'est dur. Quand en gros, t'as l'impression que il a déçu tout le monde, en fait. Tu vois, les gens, ils sont déçus, mais c'est toi le fautif. ouais. Tu vois, alors que, en vrai, ça devrait pas être comme ça. T'es parti au combat, t'as fait ce que t'avais à faire, t'as perdu, bah, ça arrive. Mais là, en fait, quand tu perds, même dans le regard des gens, juste quand tu sors de la cage, c'est- t'as envie de mourir, en fait, quand tu vois la tête des gens. C'est même pas la défaite en soi, hein. C'est la déception qu'elle apporte. Donc, je sais très bien que si je perds, enfin, si je gagne et lui, il perd, ben, je sais très bien ce qui va se passer autour de lui. Surtout que lui, c'est un jeune combattant. Ça veut dire qu'il y a encore il y a zéro défaite, il y a la hype. Là, je sais très bien que s'il m'avait battu, mais il y aurait plein de portes qui se ouvertes pour lui. Et ça me fait chier pour lui, tu vois. Mais malheureusement, c'est le game, en fait. Après, ce que j'ai l'impression, c'est que tu vois, toi, t'es aussi quelqu'un, on va dire, tu vois, un peu chill, qui combat, tu penses qu'il vient, et c'est vrai que j'ai le même ressenti avec Anthony Big Morel, tu vois, on a deux personnes comme ça, Anthony Big Morel, on lui a parlé, lui, il fait sa vie à La Réunion, il a sa gym qui vient d'ouvrir, il est responsable de sport de sa ville. Il me semble que toi aussi, tu es tout bénévole dans ce milieu, c'est aussi avec les jeunes de ta ville, il me semble, je sais pas si tu as encore, Ouais. t'es aussi dans tout ce qui est association et trucs comme ça. Ouais, bah, c'est exactement ça. Nous, on est des gens, on va dire, on est des gens du peuple. Ouais. On est combattants, mais combattants dans la cage. En dehors de la cage, bon, on va pas dire des mecs lambda, parce que quand t'as le statut combattant lambda, quand t'as le statut combattant, tu peux être, des mecs lambda, mais on va dire qu'on est des gens on est proches
on est proche des gens et surtout on aime bien faciliter les gens. Donc moi, je suis beaucoup dans le social. Ça veut dire que moi, en fait, c'est simple. Dès que j'arrive à prendre un truc, je le distribue. Donc, je donne des cours à honneur, enfin, je donne des cours dans les honneurs, je donne des cours aussi dans mon quartier où là, même les cours ils sont gratuits. Hein. C'est-à-dire que je me prends la tête à récupérer des dojos, hop, les mecs viennent, je les entraîne, mais c'est gratuit. Parce qu'en gros, je veux donner la chance que j'ai pas eu, tout simplement. Et sur ça, on est pareil, tu vois. Donc, même après le combat, on a parlé que je vienne à La Réunion pour pouvoir faire des stages, pour pouvoir faire évoluer les choses. Moi, je sais que là-bas, il y a, on va dire, un manque d'infrastructure. Donc, si je peux aider, je vais aider. Ah, parce que ce que je demandais, il peut peut-être y avoir une connexion entre vous deux encore sur tout ce qui est Bien sûr, l'avenir des jeunes et le MMA, tu vois. Donc, bien sûr. c'est intéressant. Pourquoi pas? Si on peut faire avancer les choses, on va le faire. Tu vois, maintenant, à faire, tu vois, faire un stage à La Réunion avec les jeunes de ton quartier, vous partez ensemble voir du Morel, je trouve que l'histoire est belle, tu vois. Ouais, moi, La franchement, terre, ça, c'est magnifique. moi, ça me plairait de ouf. Et justement, on en a parlé. Bon, après le combat, on a laissé un peu le temps, tu vois. On a laissé un peu le temps que ça se fasse un peu. Maintenant, on va en parler. Et moi, je vais le mettre j'essaie de le mettre en pratique parce que je travaille à la mairie de Nice-Bois et j'ai une certaine condition. Donc, je vais les utiliser pour pouvoir l'organiser parce que, je sais pas, t'as 16-17 ans, on te dit, ouais, en gros, stage de MMA à La Réunion. T'es comme un fou. Bah oui. Oui, c'est clair. Donc, à voir. Est-ce que tu penses passer, on dit dans le chat, ou non, maintenant pas l'arrêt. La res, Ouais, est-ce que c'est une idée véritablement concrète là? Est-ce que tu penses passer par l'arrêt? moi, ce qui m'intéresse, c'est la ceinture, la res. Comme je vous dis, Cyril Gann, c'est le poids lourd français, on va dire, à un niveau mondial, le plus fort. Moi, je vais être le poids lourd français, le plus fort en Europe ou en France. Donc là, par exemple, si demain, je dis, ouais, je suis meilleur français, en gros, je suis meilleur poids lourd français, on va me dire quoi? Ouais, mais le combattant de la res. Et si demain, j'éteins le combattant de la res, on va me dire qui? Ça serait bien ça, entre deux orgas comme ça, des combats pour la ceinture en France, moi ça me ferait vraiment bien, quoi. Bien sûr, mais le Ouais, faire problème, des c'est, super. Ouais, faire des super fights en France, ouais. bah ouais, mais le problème, c'est les orgas. Parce que eux, c'est Ben le ouais, ils s'entendent prestige. pas entre eux. C'est ça qui- C'est ça. Si demain tu fais tu fais le champion de la race contre le champion de l'Hexagone et le champion de la race il perd. Eux, c'est comme ça qu'ils vont réfléchir. Pourtant, moi, le champion de la race, je le connais personnellement, tu vois. Ça va moins nous ennuyer nous que eux. Bah oui, c'est clair, c'est clair. Mais même, ils réfléchissent mal au final parce que ça hype les gens. Le public est hypé par ce genre de choses. Donc au final, ils sont pas tant perdants que ça. Ouais, mais il y a la hype et il y a l'argent. Ça veut dire Ouais, après, ils disent, ouais, et même c'est, mon orga, elle décote un peu parce que mon combattant l'a perdu, c'est pas bon pour les affaires. ouais. Alors que c'est qui tout double, hein. Et même comment s'entendre pour la diffusion, est-ce qu'on passe ça sous Hexagone, est-ce qu'on passe ça sous Ares? Ça c'est compliqué. Et ça, je t'ai pas posé comme question, mais est-ce que tu as tourné avec qui en sparring partner justement? Est-ce que tu as pu un peu tourner avec des poids lourds de renommée ou tu as toujours été, comment dire, dans ton club à toi et tu as été toujours le meilleur? Justement, moi, en fait, j'ai eu plusieurs parties de ma carrière. Et même où j'étais à la FFA, on va dire, il y avait plusieurs FFA. Dans le sens où moi, quand je suis arrivé à la FFA, il y avait Fernand Lopez. En fait, il y avait presque tout le monde. Quand je suis arrivé à la FFA, c'était vraiment la FFA, c'était le top. Après Lopez, quand il est parti, il a pris une partie des élèves. Donc après, il y a un autre qui il est parti, il a pris une autre partie des élèves. Parce que moi, à l'époque, quand je commençais, je tournais avec une Kennedy, Sylvain Potard, Gary Descordés, Abdi, David Beer. Donc, tu vois, la plupart des mecs étaient à Hobby Fight. Donc après, en fait, quand tout le monde est parti, quand il y a eu pas vraiment des clashs, mais en fait, voilà, bon, quand ça s'est, tout le monde a pris son chemin, je me suis retrouvé à la FFA et il y avait plus trop de poids lourds, j'avais pris un certain niveau, donc c'est pas qu'il y avait plus trop de challenge, mais c'était dur de me mettre à l'amende, tu vois. Et moi, c'est ce que j'aime bien. Donc, moi, j'aime bien, en gros, la difficulté. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une équipe avec le Rachid Metlouti. Ça a été super simple. On s'est rencontrés, hop, on a sympathisé. Bon, je te parle de ça il y a 5-6 ans.
Et on s'est mis d'accord sur un truc. On s'est dit, bon, le problème qu'il y a chez les poids lourds, c'est que dans chaque team, il y a peut-être 2 ou 3 poids lourds. Mais une fois que ça fait 1 an que tu tournes avec le mec, ça y est, hein, tu le connais par cœur. Limite, tu le connais mieux qu'il se connaît. Tu sais ce qui va arriver. Tu sais s'il va te ramener au sol. Tu sais, bref, tu connais par cœur. Donc, ce qui serait bien, c'est que moi, j'utilise mon réseau. Il utilise son réseau. Même tous les mecs qu'on a pris, même les mecs avec qui on a combattu, donc on se regroupe tous. Donc, on a créé la horde. Et maintenant, quand on s'entraîne ensemble, donc là, quand on s'entraîne ensemble, c'est les dimanches à Olinda-Goussainville. Il y a une quarantaine de poids lourds. Et c'est incroyable. Ça veut dire que on tourne Ouais, j'ai entendu parler de ça. ouais, on tourne avec des mecs qui font des points, des mecs de la kick. Ouais. C'est incroyable. Donc ça te permet Et, de, et il me semble de- aussi il me semble aussi que tu as pu tourner et t'entraîner avec Oumar Sy, qui est pas un poids lourd, mais c'est un moins de 93. Et puis avec le niveau qu'il a, je pense qu'il bat quand même pas mal de poids lourds. Tu peux un petit peu nous parler d'Oumar Sy, son niveau, ce que c'est quoi? Bah, Oumar Sy, je l'ai connu. Il avait, il avait un combat pro. Donc j'ai pu voir son évolution. Oumar Sy, en fait, les gens enfin, ce qui ne voient pas, c'est que c'est un bosseur acharné, mais personnellement, j'en ai vu peu comme ça. Tout le temps, il s'entraîne, il va partout. Il n'est pas, euh, il est pas sectaire. En mode de je m'entraîne là, mais je m'entraîne pas là. Il va partout. Lui, dans sa tête, c'est open. C'est-à-dire que s'il y a du bon pour moi là-bas, j'y vais. Peu importe c'est qui. Donc, surtout, il va à l'étranger. Ouais. Il peut se retrouver à faire des sparring à Lille, des sparring en Suède, des sparring là-bas, des sparring là-bas. Ouais. Et bah, maintenant, il a un niveau, c'est une machine. Et C'est une c'est machine. ça que je trouve impressionnant chez Omar Sy, c'est un peu la force tranquille. Ça, on n'entend pas parler de lui. Il s'entraîne, c'est un peu vagabond du MMA, il va s'entraîner là et là, il va prendre de la force un peu partout. Et après, une fois que tu le vois dans la cage, bah, c'est un animal, C'est quoi. ça, bah, en fait, on va dire, il a un peu la mentalité qu'on avait à l'époque. Dans le sens où on parle pas, on n'est pas trop sur les réseaux. Mais lui, il a bien réussi à combiner les deux. Ça veut dire que il montre son actualité, il montre quand il s'entraîne, il montre, hop, hop, hop. Mais tu vas pas le voir, en gros, s'attaquer à un autre combattant, moi je veux ceci, moi je veux cela. Non. Et c'est ça qui est bien. Ça veut dire que maintenant, en fait, tellement il a bossé, bah, ses résultats, ils parlent pour lui-même. Non, mais ce qui est impressionnant avec Oumar Sy, c'est que il disait dans une interview, il connaît même pas les mecs devant lui. À l'UFC, il connaît même pas les mecs. On lui donne un mec, il regarde même pas qui c'est. C'est assez impressionnant, moi, je trouve, hein, vraiment. Ça montre la confiance qu'il a en lui, hein. Bah, il a raison. Et, Il a raison. et toi, Prince, en dehors de ton MMA, tu regardes du MMA, tu regardes l'UFC? Bien sûr. La première fois que j'ai regardé du MMA, je me rappelle, c'était sur une cassette. J'étais en CM2. Et Ah ouais. c'est là que, bah, c'était Royce Gracie face à Pat Smith. Et c'est là que, en gros, dans ma tête, boum. J'ai dit, mais c'est des malades. Ces mecs-là, c'est des malades. Et depuis, là, moi, je suis un grand fan de MMA. Et je regarde ça tous les jours. Donc ça veut dire que la nuit du samedi au dimanche, tu te lèves pour regarder l'UFC. William Regal. Et je dors même pas. T'en as pensé quoi? T'en as pensé quoi de William Gomis, justement? Bah, Parce que c'est mitigé, hein. C'est mitigé, hein, ouais, mais c'est relou, en fait. C'est relou parce que, pour moi, en fait, il a, s'ils avaient mis match nul, je t'aurais dit oui. S'il avait mis vainqueur, je t'aurais dit oui. C'est mitigé. Il a fait le combat. En fait, il a fait le combat qu'il a l'habitude de faire, mais je trouve qu'il était moins efficace. Hum. Il frappait, mais il marquait pas, enfin, il touchait, mais il marquait pas assez de dommages. Et je Hum. pense que c'est ça qui a fait qu'en gros, ben, Ouais. perdre. Après, il a pris un mec invaincu, donc, faut comprendre aussi qu'il y a certains mecs dans l'organisation, ils ont une hype. Hum. Nous, les Français, la plupart du temps, on est souvent sous-cotés.
face aux gros noms américains ou quoi. Donc après, c'est possible qu'ils aient favorisé son adversaire plutôt que lui. Après, le problème, c'est ce qu'on disait, et le fait de boxer en reculant tout le long, tu vois, pour les juges, des fois, C'est ça. ça marche pas à l'esprit, et quand tu boxes en reculant, du coup, bah, tu perds aussi de la puissance. Il faut se dire qu'à l'Apex, dans cette petite salle, tous les coups, ils les entendent très bien, les juges qui sont à côté, donc ils savent quel coup marque et quel coup marque pas. C'est ça. Donc en fait, il boxe en reculant, ça veut dire qu'il va marquer, il va toucher, il va marquer des points. Mais le fait qu'il recule, comme tu as dit, ben forcément, il y a moins de puissance. Mais si par exemple il avait mis un peu plus d'impact dans ses frappes, bah déjà le mec il aurait moins avancé et ça serait vu. Mais là en fait, vu que on va dire 50-50, il y en a qui boxent en reculant, l'autre qui boxe en avançant, bah tu vas favoriser celui qui avance. Parce que t'as l'impression qu'il est plus agressif et que c'est lui qui fait le combat. Ouais, c'est l'UFC, hein, c'est l'UFC. C'est ça. Mais c'est Et, dommage pour lui. et quand tu regardes un combat de MMA, et quand tu regardes un combat de MMA, t'es dans la position d'un spectateur où t'analyses, où tu te dis, moi j'aurais fait ça, tu regardes pour toi aussi, ou comment ça se passe? Bah, les deux, franchement les deux. Même quand je regarde mes combats à moi ou quand je vais combattre, eh ben, je suis dans cet état-là. Quand je regarde un combat, en fait, Ok. je vais regarder en mode comme si limite je connaissais rien. Ouais. Tu vois, en gros, je vais oublier l'aspect technique ou quoi, je vais juste voir les grosses patates. Je vais me dire, oh, ça va me faire kiffer. Et après, j'ai le côté où, en gros, je vais être un peu plus un professionnel et je vais regarder les déplacements, le rythme du combattant, est-ce qu'il est fatigué ou pas. Tu vois, je vais tout analyser, en fait. Et là, on parle du UFC. Est-ce qu'il y a, on va parler d'un de tes rêves. Est-ce qu'il y a un gars où tu aurais rêvé d'affronter un gars de l'UFC? Je pense que tu peux me dire John Jones comme Anthony Bigmorel il l'a dit, mais peut-être qu'il y en a un autre. J'ai espoir qu'il y en a un autre. John Jones, non, pas spécialement. Mais en poids lourd, euh, Overeem, je pense. Ah ouais? Alistair Overeem, ouais. Ouais, c'est un bon choix. Ah ouais, ça serait pas mal. Franchement, parce que c'est vraiment un combattant qui m'a. Lui et Tyrone Spong, mais bon, Tyrone Spong, c'est une autre discipline, mais Overeem, c'est vraiment un combattant qui m'a. Waouh! Marqué. Ouais, il m'a marqué dans le sens où il a fait plusieurs organisations. Bon, il y a que l'UFC, c'est dommage, il n'a pas réussi à prendre la ceinture, mais il était pas loin. Enfin, ça, c'était Miocic, il était vraiment pas loin, mais il a pris des ceintures dans plusieurs organisations. Il a commencé par le MMA. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensaient que c'était un mec du K-Point, enfin, du K1 et qui venait au MMA, alors que non, il a commencé par le MMA. Ensuite, il a fait du K-Point, il a dominé, il a réussi à avoir un physique monstrueux. Les gens vont me dire oui, mais il était dopé, ceci, cela. Il n'y a pas de souci. Mais je pense que même dopé, il n'y en a pas beaucoup qui vont arriver à avoir ce résultat-là. Et juste même quand tu vois la pesée face à Brock Lesnar, Ouais. c'est incroyable. Quand il arrive, incroyable. Et moi, c'est vraiment un combattant qui m'a fasciné et avec qui j'aurais bien aimé combattre ou juste m'entraîner. Ouais, j'ai juste une question encore YR, après je te laisserai. Moi, sur la catégorie poids lourd, il y a une chose que je remarque, c'est qu'elle est en constante évolution. Et je parle de physique, tu vois. Avant, on avait des poids lourds, assez trapus, assez costauds, et ça se déplaçait pas vraiment. Et maintenant, on arrive avec des poids lourds à la Cyril Gane, avec un assez athlétique, ou Aspinal assez athlétique, où ça sautille, ça se déplace, et ça fait des mouvements un peu plus aériens, tu vois ce que je veux dire? On dirait que cette catégorie, elle évolue aussi avec le temps. Bien sûr. Parce que de base, dans la tête des gens, les poids lourds, c'était en gros, limite deux gros lards qui vont te foutre sur la gueule. Mais forcément, bah, le sport, il a évolué. Donc, les athlètes, ils évoluent aussi. Euh, Et ça, c'est une bonne chose. Et bah, en fait, parce que dans la tête des gens, plus tu montes en catégorie, moins il y a de technique. Donc, dans la tête des gens, les poids lourds, c'était là où il y a moins de technique, mais où il y a le plus de KO, et parce que les mecs, ils sont des parpaings, donc en gros, c'est les premiers qui touchent, qui gagnent. Et maintenant, on voit que non. sur certains, ça arrive encore, parce que moi, tu vois, un des combats poids lourds que j'ai le moins aimé cette année, c'était Pavlovich contre, j'ai fait le nom, ouais, contre Rosenstreich, Pavlovich Rosenstreich, quand ce combat-là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est lent, je sais pas si tu l'avais vu, ils font pas grand chose. Après, je sais pas leur mentalité, je sais pas si vous voulez vraiment combattre. Combat. Ah, il y avait de la crainte aussi.
Il y avait de la Ouais, crainte, l'un et l'autre se craignaient. Ah, parce que les deux ils frappent très très fort. ouais, bah ouais, ouais. Rosenstruck, je l'ai vu mettre des KO sur des jabs. Faut le faire quand même. Ouais. Pavlovic, il voit que t'es sonné, même quand t'es pas sonné, en fait. C'est un requin. Il sent le sang, alors que tu sais même pas. Donc, c'est normal que, et en plus, les deux, ils étaient sur des mauvais résultats, il me semble. Ouais. Donc, forcément, quand t'es plus trop en confiance et que tu sais qu'il suffit de une ou deux défaites et que t'es viré de l'UFC, c'est pas le même combat. Ah bah, de toute façon, ils l'ont cut, Rosenstruck. Mm. Mais après, tu vois, on a Rosenstruck qui est des défaites, qui est plus à l'UFC. Et on a Ty Tuivasa qui enchaîne les défaites, mais lui, il n'a pas cut. La hype, Ouais, c'est vrai. Ça joue beaucoup, hein, ça, dans ce sport. c'est ça. Après, des fois, c'est dans le bon, mais des fois, non. Parce que des fois, c'est pas mérité. Il y a des mecs qui ont une hype, alors qu'à côté, il y a des bosseurs qui sont virés, et au final, Ouais, c'est ça. Bah, Taylor Lapidus, hein. c'est ce que j'allais dire. Mais comment? En plus, c'est la deuxième fois. Ouais, mais c'est incroyable, hein. Ouais. Après, il y a des rumeurs comme quoi il va peut-être aller au KSW. Oui, mais des rumeurs. Bon, il va aller là-bas, pourquoi? Parce qu'il a été viré du FC. Ouais. Ouais, c'est pour ça, ouais. Je pense pas qu'il ait arrêté son contrat pour aller au KSW, non. Le mec, il a 6-2 à l'UFC. Comment t'es viré du UFC? Bah, peut-être, en fait, on sait pas si c'est lui qui a arrêté son contrat ou pas, parce que, peut-être que l'UFC, tu sais, il augmentait pas niveau tarif, il augmentait pas niveau adversité. Donc, on sait pas vraiment si lui, il a arrêté ou pas. Après, il a un stade de sa carrière, je sais pas, il a 33 ans, Taylor Lapidus. Peut-être que là, il sait qu'il va pas avancer à l'UFC. Au final, il va aller faire de l'argent au KSW, parce que là-bas, ça va être une peine d'argent. Je sais pas comment il réfléchit. On sait pas ce qui s'est passé en réalité. T'en connais beaucoup des mecs qui sont partis de l'UFC comme ça? Non, non, c'est vrai, ouais, c'est pas tort. Après, peut-être, hein. Moi, je trouve que, moi, par exemple, demain, si je suis dans sa position, on me dit UFC ou KSW, je vais au KS. Bah oui, bah oui. Lui, je pense pas que ce soit le cas. Je pense que dans sa tête, vu qu'il reste, bah, il est plus au top, en fait. Donc, dans sa tête, c'est normal qu'il disait, en gros, je reste à l'UFC. Parce que je pense qu'il a encore des choses à faire là-bas. Je pense, ouais, parce que c'est très bon. Et pour revenir sur ta carrière, est-ce qu'on peut dire que t'es quasiment à ton prime là? Parce que sur tes 6 derniers combats, t'es à 5 victoires, une défaite. Tu te sens comment là dans ton MMA? T'es au top de ton niveau ou... Non, je me sens à 50% à mes capacités. Ah ouais. Ouais, j'ai Un peu. beaucoup de choses ouais, j'ai beaucoup de choses à apprendre et surtout à montrer. Après moi, on va dire que comment je vois les choses, moi je suis mon premier fan. Donc ça veut dire que quand je fais un combat, en fait, il faut que le combat il me plaise à moi avant tout le monde. Hum. Donc des fois, par exemple, contre Morel, tout le monde m'a dit oh t'as fait un beau combat, fight IQ au top, très technique. Moi mon combat en soi, j'ai vu beaucoup d'erreurs et vu que je le connais, il y a beaucoup de choses que j'aurais pu faire que je n'ai pas fait. Et ça me dérange. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment que je fasse un combat et que quand je le regarde après, je me dis quoi? 10/10. Mais justement, là, tu dis que t'es à 50%, mais comment dire, là, à l'Hexagone MMA, qui tu veux prendre meilleur que toi, hein, tu vois? Il y a qui d'autre, en fait? T'es bloqué au bout d'un moment, non? Ouais. Malheureusement, j'ai fini le jeu. Je suis le boss final. Et c'est ce qu'on parlait pareil avec Baris, hein. Baris a dit Vidal, pareil, il disait qu'au bout d'un moment, il y a plus personne quand tu es roster. Bah ouais, après c'est pour ça que je voulais faire affronter le champion d'une autre organisation. Ouais. Il y a nous on connaît un champion qui a la ceinture de l'EFC, il s'appelle Guy Morel, si jamais. Du Sud. Bah déjà gros big up à lui. Ouais. Ouais non, en fait je suis bloqué. Bah ouais, mais c'est un problème, ça. Bien sûr, c'est pour ça que j'essaye de faire en sorte que les choses avancent, parce que moi j'aime pas, comme je dis souvent, j'aime pas être la proie. Moi je suis un chasseur. Et déjà quand t'es le champion, bah forcément tu deviens une proie parce que tout le monde veut ton titre, tout le monde veut ta ceinture. Mais là demain si j'affronte un autre mec à l'Hexagone, bah j'avance pas en fait.
je stagne. Parce que c'est soit je gagne, bah, il y a un qui change, quatrième défense de titre, ok. Ou soit je perds et je recule. Mais dans tous les cas, je vais pas avancer. Donc je vais. Je Mais il suis y en a train de un, il y voir a en fait. un KSW en Ça mai. peut développer. Tu m'as dit quoi? Il y a un KSW Paris en mai. Ouais, ouais, bah ouais. T'inquiète pas, je suis partout. Et ça pourrait, Bah pourquoi pas. franchement, moi, ça serait super de te voir au KSW parce que le niveau est forcément plus élevé. Il y a un classement défini, donc c'est intéressant aussi de savoir où tu te positionnes dans le classement. Ça pourrait t'intéresser de signer définitivement au KSW. Bah bien sûr. Bien sûr, moi après je suis ouvert, hein. Je suis ouvert à toute proposition. Moi j'aime bien les challenges. KSW, j'ai combattu, ça s'est mal passé. J'ai même pas pu montrer ce que je savais faire. Donc j'ai encore en travers de la gorge, hein. Donc franchement, j'aimerais vraiment bah, montrer de quoi je suis capable. Et voilà, j'avais pris numéro 4. Il me le repropose, je le prends. Si je dois prendre un mec en moins bien classé, je le prends. Je suis ouvert à toute proposition. Bah, en tout cas, on espère te voir au KSW Paris, hein, ça fait plaisir, ça. Bah, j'espère aussi. Et dis-moi, toi, t'es parisien. Ouais. Du coup, tu vas regarder le match, là. Non. T'es pas foot. C'est pas que je suis pas foot, c'est que le foot, comme dirait Mbappé, le foot, il a changé. C'est plus comme avant. C'est plus comme avant. Maintenant, le foot, c'est que des stats, tu peux dribbler tout le terrain, si t'as pas marqué, on s'en fout. Ouais. Tu vois, c'est plus comme avant. Ça veut dire qu'en général, maintenant, quand je vais regarder, ça va être soit les gros matchs, le Real, tout ça, ou sinon, je regarde les résumés. Justement pas, je regarde les résumés, les actions. C'est plus comme avant. Avant, le foot, c'était un truc de fou. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, Juste la mais Coupe du Monde. le MMA, La Coupe du Monde, le monde, il s'est arrêté. Quand il y avait la Coupe du Monde, ça y est, c'était ça. On oubliait tout. Maintenant, ça y est, c'est l'argent, en fait. C'est le problème de tout. C'est l'argent qui fait que ça pervertit, entre guillemets, le sport. Les gens, ils pensent que à ça. Les sportifs, ils pensent que à ça. Les gens qui vont regarder, les gens ils vont regarder le foot en mode, ils vont même pas, limite, quand ils vont voir les joueurs, ils vont penser que au salaire des joueurs. Le mec, il va se manger un tac. Oh, lève-toi, t'es payé des millions. Il y a Ouais, pas ça. c'est vrai. Bah oui. Ouais, c'est vrai que moi, j'ai un de mes grands-parents, enfin, dans la famille qui regarde que le rugby parce qu'il se dit qu'il y a moins d'argent et que ça parle plus de sport, tu vois, le rugby. Ouais. Après, c'est vrai, comme il allait dire YR Fight, le MMA, attention, parce que ça évolue aussi, hein. Bien sûr, mais après, le jour où le MMA, ça devient pareil, où ça devient vraiment que argent, que le buzz, que ceci, que cela, bah, crois-moi que je ne serai plus là. Parce on le voit avec l'Influence Fight Club de Guillaume Pelletier qui arrive, tu vois, et qui fait parler un petit peu. Ça change déjà un petit peu le visage du MMA, ça évolue dans tous les sens, quoi. Bien sûr. Après, moi, le MMA, pour l'instant, c'est pas l'argent qui me dérange, au contraire. On aimerait qu'il y ait un peu plus d'argent. Oui, c'est vrai. Ce qui me dérange, là, moi, c'est les clashs, le buzz, les ceci, les cela, tout le cinéma, là. Ah ouais, c'est dur. mais justement, c'est une question que j'allais te poser. C'est quoi ton rapport au trash talk? Toi, tu t'aimes pas ça? On t'a déjà trash talké un peu fort dans ta carrière? Jamais, jamais. Je sais pas si les gens ils le sentent, mais moi je ne suis pas dans ça dans le sens où on va s'affronter. Il y a une date qui est prévue pour qu'on s'affronte. Pourquoi tu peux en gros vendre le combat sans dénigrer ton adversaire. Moi c'est ça qui me dérange. C'est qu'en gros pour te montrer, pour des personnes qui en vrai de vrai s'en foutent de ta vie, et ben tu vas dénigrer ton adversaire. Si lui entre guillemets il fait une préparation, il souffre comme toi, et il peut pas manger comme toi, il fait des sacrifices comme toi, pour au final, à la fin, à la fin du combat, vous faire un câlin, mais ça sert à rien. Il finira plus qu'autre chose. Donc moi, je préfère en gros, frérot, on va se faire une guerre comme pas possible, on se met d'accord, et après on s'affronte. Ah, le problème, c'est que le trash talk, on le voit, ça fait presque vivre certaines organisations, hein. Quand tu regardes, quand il y a des histoires, quand du storytelling derrière, ça fait des organisations et ça fait vendre des places, quoi. Bah, c'est dommage. Mais le problème, c'est que storytelling, il n'y a pas de problème. Mais le trash talk, en fait, c'est la facilité. Ouais. Tu vois, c'est un peu comme dans Les Anges. Ouais. En gros, pour que les gens ils regardent, il ben, faut que ça se dispute. Ouais.
Ouais, c'est ça. On peut pas créer, en fait, on peut pas créer une histoire autour du combattant, autour de son passé, autour de sa vie actuelle, autour de ce qu'il a vécu. Enfin, je sais pas, il y a plein de sujets. Hum. Moi, je préfère Et donc, l'histoire du prince Amala qui va aller à la réunion avec les enfants du quartier, en mode un peu tough, tu sais, tu vois. Genre, les deux combattants, ils vont s'entraîner un peu ensemble, pour se retrouver dans la cage après, avec tous les jeunes du quartier, de la réunion de chez toi dans la salle, et gros combat entre vous deux à la fin de tout ça, tu vois. Bien sûr. Là, tu vois, parce que il y a un combat, donc il y a le divertissement, il y a un message, il y a des valeurs, il y a des projets. Plutôt que on est là, ouais, je vais te démonter, ah ouais, non, 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 mais moi je suis pas que toi, ah ouais, mais toi t'as affronté qui, ah non, non. En plus, le pire, c'est quoi? C'est quoi, ils font le trash talk? Ils sortent des blazes. Ça veut dire qu'ils sont grave insolents. Ça veut dire qu'ils vont aller dans ton palmarès et ils vont dire en gros, ouais, t'as affronté lui, mais lui, en gros, c'est une pomme de terre. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont oublié que dans MMA, il y a le martial aussi. Mais c'est ça, en plus, j'avais dit la dernière fois, ça. C'est que c'est art martial. Ça veut dire il y a des valeurs. Respect. Ouais, il y a du respect, il y a de l'humilité. En fait, il y a plein de bonnes choses. Mais eux, non. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent le MMA. Ils disent, bon, le MMA, ça ressemble à la bagarre. Hop, et ben, je vais parler comme à la ST. Ouais, en gros, je fais un mix des deux. C'est-à-dire, en gros, à base de je vais t'éteindre, je vais te faire ça, je vais te faire ceci, je vais te faire cela. Hum. Non, moi, je suis pas du tout fan. Et mais ça, demain, comme je dis souvent, moi, demain, un mec, il me dit, je vais t'éteindre, ou je vais te faire ceci, je vais te faire cela, bagarre. Parce qu'on mélange pas tout. Là, si tu manques de respect, moi, je vais pas attendre que tu manques de respect là face à face. Je vais pas attendre le jour du combat. Si tu manques de respect, on se bagarre. Parce que c'est deux choses différentes. Il y a, en gros, il y a la rue et il y a le sport. Il faut pas tout mélanger. et justement, ça va pas aller en s'arrangeant, hein. Ça va pas aller en s'arrangeant parce que quand on voit ce qui se passe dans le MMA amateur en ce moment, il y a énormément de trash talk. Je pense que le MMA dans les années à venir, ça va être compliqué à ce niveau-là. Bien sûr. Ouais, mais en fait, c'est les organes amateurs qui créent aussi les monstres, hein. Bien sûr, parce que, en fait, là, déjà, la génération qui vient, ils sont beaucoup dans ça, dans le crash talk, dans le clash, et forcément, ben, c'est eux qui seront le visage du MMA français. Et là, l'ancienne génération, ben, ça y est, petit à petit, ils vont laisser la place. Donc, ça veut dire qu'on va rentrer dans une ère où il n'y aura que ça. Hum. D'ailleurs, des fois, je vois même quoi. Alors ça, faut que j'en parle. Les amateurs. Les amateurs qui font du trash talk. Mais si. Oui, bah ça, on en avait parlé. En fait, tu vois ce que t'en parles là, nous, on a eu en interview Sofiane Boukishou il y a un moment, et on lui a parlé de ça. Parce qu'on s'est dit, lui, c'est un moment qui est dans les MMA, comme toi, tu vois. Et lui, il répond pareil que toi. Il a dit, trash talk, déjà, chez les amateurs, ça ne devrait pas exister. C'est parce que, en fait, moi, ce qui m'a choqué l'année dernière, mon plus gros choc, c'était le PEF, où Nitandia, où il appelle ses gars dans la cage, et t'as tout le monde qui arrive et qui rentre dans la cage. Je me suis dit, attends, mais c'est quoi cette image qu'il donne? Moi, ça m'avait choqué, hein, je te jure. Mais, En plus, un amateur. mais c'est ça. Comment tu fais du trash talk en amateur? Ça veut dire que c'est comme si un mec, il est en Ligue 2, et il va commencer à parler des mecs de Ligue 1. Mais frérot, viens déjà. Viens en pro. Déjà, passe le cap, là, enlève les chaussettes de ski, là, et le t-shirt. Et là, ils ont des t-shirts, je ne sais pas pourquoi. Tranquille. Et après, là, tu pourras parler. Ouais, c'est clair. D'accord avec toi. Je suis d'accord avec Non, toi. mais oui. Non, mais Walid Tandia, il avait dit, quand il était encore amateur, je tape 90% des welterweight professionnels. Mais c'est une dinguerie de dire ça. C'est bien d'avoir confiance en soi. Après, Mais il faut. tu vois son dernier combat où la victoire, voilà quoi. C'est moyen, hein. Après, voilà. Mais moi, c'est ça qui me fait rire. C'est qu'en fait, il dit ça. Déjà, ça, c'est une dinguerie de dire ça. Mais ça marche. Parce que les gens, après, derrière, ça le suit. Regarde son dernier combat. Moi, personnellement, j'ai rien contre lui, hein. Il est trop objectif. Pour moi, il gagne pas à la décision unanime. Ouais, moi non plus. Pas du tout. Mais vu qu'il fait des vues, vu qu'en gros, il y a un engouement derrière ça, et ben, ça le met gagnant. Mais est-ce que c'est bon pour lui? C'est pas bon pour lui parce que si tu regardes en gros, si tu as un œil objectif, tu vas dire quoi? Tu vas dire, mais le mec, il a besoin de progresser. C'est-à-dire que si t'es pas au niveau,
et tu perds, et ben en fait, la défaite, elle va t'apporter plein de remises en question. Donc, c'est que du bon pour toi. Moi, j'ai déjà eu des défaites, en gros, qui ont fait que, bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, et derrière, je suis revenu plus fort. Mais maintenant, si lui, il perd, et en gros, on dit, il a gagné, mais dans sa tête, il va dire quoi? Mais j'ai gagné, mais zéro remise en question. En fait, tu vois, le MMA, le MMA, il a quand même changé, je vais pas dire en positif, en négatif. Je trouve que tout ça vient aussi de Conor McGregor et de Khabib, tu vois, de vouloir garder un zéro derrière, c'est Khabib, au trash talk, Conor McGregor, et toutes ces générations qui arrivent sont souvent inspirées par ces deux personnages-là, tu vois, de vouloir garder le zéro et le trash talk, ça vient de ces deux personnages. Mais c'est exactement ça. Mais après, les gens, c'est des suiveurs, c'est des Et un suiveurs. public, et un public qui est de plus en plus jeune. Bah oui, mais tu veux faire Conor McGregor. Mais des mecs comme ça, il y en a un. Il y en a un sur des millions, voire sur des milliards. Des Khabib, il y en a un. Ça veut dire que tu peux t'inspirer. Mais en fait, le problème, c'est qu'on prend seulement ce qui les intéresse. Conor McGregor, certes, il avait la bouche, mais derrière, le mec, il faisait le taf, hein. Bah oui, c'est ça. Le mec, il faisait le taf. Tu peux dire ce que tu veux. Parce qu'en fait, il faut dissocier le personnage de l'athlète. Ça veut dire qu'en fait, les gens, ils vont juste voir le personnage. Oh, ouais, il est là, il fait des photos avec de l'argent, il prend la photo de Gesaldo, il la déchire, il la met dans sa bouche, il fait ceci, il fait cela. Ouais, ok. Mais derrière, il s'entraîne comme un dingue. Ça veut dire qu'en fait, tu peux pas prendre seulement ce qui t'arrange. Les gens, ils choisissent comme dit, les gens, ils choisissent sa facilité. Des Khabib. Mais Khabib, il a un zéro. Mais faut voir comment le gars, il s'entraîne. La vidéo de l'ours, on a tous vu. Ouais, ouais, c'est clair. On veut dire que ces mecs-là, en fait, c'est pas la même mentalité. C'est pas le même niveau, c'est pas le même rythme de vie, c'est pas les mêmes objectifs. Parce que, il a un zéro. Ok, d'accord. Mais, va lui demander s'il a déjà été en boîte de nuit, ouais, s'il a déjà fait, en gros, la bringue. Je pense pas, ces mecs-là, c'est MMA, MMA, MMA. Ah, c'est clair. C'est clair. Ah, je suis totalement d'accord avec toi. Après aussi, il faut voir que c'est dans l'intérêt des organisations. Je reviens dans le cas de Walid Tandia. S'il avait perdu, je veux dire, l'Hexagone, il prenait un gros coup quand même. Enfin, je veux dire, c'est un peu, comment dire, c'est une image un petit peu Walid Tandia. Je veux dire, il a une hype. S'il perd, ça détruit un personnage aussi. Faut le prendre comme ça. Ouais, mais moi, en fait, je suis d'accord sans être d'accord. Il y a la hype, il y a l'image, il n'y a pas de problème. Et maintenant, si on parle de son adversaire, est-ce que ça se fait pour lui? Pas du tout. Il a gagné. C'est ça, ça veut dire qu'en fait, faut pas prendre seulement, en gros, ok, l'image, hexagone, le prestige, et après tu sacrifies des mecs derrière. Non, le mec, il a dit l'état à tout le monde. Mais dans ce cas-là, il faut qu'il gagne, c'est tout. Mais même pour l'image, hein, YFA, et même pour l'image de Walid Tandia, je trouve que là, la victoire qu'il a eue, ça a aussi terni aussi un peu son image. Bien sûr. Beaucoup, ils ont vu le match, tu vois. Tu vois, quand il y a eu la vidéo du son combat, il y a un mec, tu sais, il a écrit quoi? Il a écrit en commentaire, oublie Vegas, frérot. Oubliez quoi? Oublie Vegas, frérot. Eh, les mecs, ils l'ont terminé. Ils l'ont terminé. Ah oui, mais moi j'ai fait une vidéo dessus, hein, j'ai vu moi j'avais beaucoup de personnes qui m'ont dit, ouais, non, victoire, victoire. Mais j'ai énormément de personnes qui m'ont dit, mais moi je veux pas la victoire du tout, tu vois. Bien sûr, mais moi, dans tout ce que j'ai vu, c'était en plus t'as vu les Français, comment ils sont? Les Français vont pas juste dire en gros, non, moi je pense que, non, ça te termine direct. Et moi, dans tout ce que j'ai vu, les gens, c'est terminé. Mais après, ça veut dire que quoi maintenant? Il a une hype, mais il est déjà dans la sauce. Même pour lui. Donc, Mais, ouais, je disais, par rapport à Walid Tandia, c'est pas bon pour lui parce qu'il est jeune. Moi, je sais tu vois, parce en off, donc c'est des choses entre combattants parce qu'on se parle et tout. Je sais qu'il y a des combattants, bon, je vais pas dire les bases, il y a des combattants très très jeunes qui se retrouvent à pleurer tous les soirs et à voir le psychologue par rapport à des commentaires, par rapport à, entre guillemets, du cyberharcèlement. Mais des combattants, en gros, le combattant que je fais, on le connaît tous, hein. Et ça, je le sais de sources sûres. C'est, en gros, tu vois, petit cocon. ah, si tu peux dire le nom, ça m'arrange pour la vidéo YouTube, ça fera des vues. Ouais, faut pas dire les noms. Pour le buzz, fight. Non, mais après, tu vois, je trouve que il y a beaucoup de fans français qui sont vachement toxiques, tu vois, sur le MMA en utilisant des termes vachement violents.
Et après, il y a quand même un truc qui manque dans les MMA aussi. Moi, j'ai beaucoup regardé le foot. Et sur le foot, tu vois, admettons, tu vois qui c'est Mohamed Eni? Ouais, Voilà. Tu vois maintenant Mohamed Eni qui est pour Marseille, mais quand Marseille on va jouer, il va critiquer fort Marseille, tu vois. Donc lui, c'est un peu l'extrême. Après, t'as l'équipe TV, qui vont critiquer quand même les joueurs et dire, ouais, lui, il a fait un mauvais match, tout ça. Et ça, c'est un truc, j'ai l'impression qu'il y a un peu du mal dans les MMA. Moi, je le vois. Si maintenant, moi, je vois que, je sais pas, William Gomis, il a mal combattu. Bah, je vais faire un TikTok là-dessus, je vais dire, les gars, bah là, William Gomis, c'était la croix, et le départ, c'était l'autre. Tu vois, il a mal fait ça, il manquait de cardio, et tout de suite, dans le MMA, j'ai l'impression qu'on parle mal d'un truc, quand on donne son avis précis, c'est pas comme au foot, on t'écoute, t'es critiqué. Ouais, t'as pas le droit de dire ça, nanani, t'es pas dans la cage. Ça revient souvent comme ça, et c'est un peu dur avec le MMA, je trouve ça, tu vois, de critiquer. bah après, moi je pense que c'est dû aussi parce que le foot, bah, c'est un jeu. Donc en gros, si tu dis le mec, ouais, il a mal joué, bah, mais là, le MMA, c'est un sport de combat. Ça veut dire que le mec, il a combattu, il a mis sa vie en jeu. Donc pendant que le mec, il met sa vie en jeu, c'est toi derrière, en gros, après, il y a critiquer et critiquer. Ouais, mais une critique constructive, ou par exemple, je sais pas, par exemple, toi, t'as fait un truc que t'as mal fait pendant le combat, tu vois, tu le sais toi-même, mais tu l'entends de quelqu'un d'autre, tu vas dire, ouais, en fait, il a raison, quoi. Enfin, il y a des trucs, Bien sûr. c'est pour ça que je dis, il y a des critiques, qui sont pas constructives, il y a des fans toxiques qui vont dire n'importe quoi, et après, il y a la critique constructive où on peut se permettre de dire, non, mais là, ouais, il manquait de Comme, cardio. comme on dit, avec le bon ton, on peut dire n'importe quoi à n'importe qui. Donc je pense qu'en fait, tout est dans la manière. Mais le problème, c'est que une vague de supporters qui regardaient le foot, qui se sont mis au MMA, et qui vont parler du foot, comme ils parlent du MMA. Ça veut dire que, moi, Ouais, ça, c'est, ou là, sur Insta, tu vois les montages qu'ils font avec les combattants qui se mangent des KO. ouais, Mais c'est un truc de fou, ça. ouais, des fois, ouais. Ouais, c'est un truc de fou, parce que là, le mec, il s'est fait éteindre. Et toi, tu vas faire un montage, en gros, des fois, je vois des mecs, en gros, ils se mangent un KO, hop, ils coupent l'image, ils font un ralenti, tu vois le mec en train de faire du skate, bref, ils font des Ah oui, trucs. j'ai vu ça, ouais. Mais tu peux pas, après, comme je te dis, il y a une manière de dire les choses. Et les Français, je sais pas si c'est typiquement français ou pas, mais comment on parle des sportifs, c'est incroyable. Incroyable. Ah, il y en a beaucoup, là, il y Non, en a moi je beaucoup. prends le cas de Benoît Saint-Denis, c'est violent. C'est archi violent. Le mec, tout le monde l'a monté ici, et maintenant tout le monde l'éteint. Tout le monde est descendu du train comme s'ils y étaient jamais montés. Cyril Gann, je mets là. Au niveau de Benoît Saint-Denis, je le mets là. Ouais. Les deux, ils se sont mangés une vague, mais moi dans ma tête, je me dis, regarde, en fait, moi je pars du principe, c'est ça. C'est pour ça que, une petite parenthèse, c'est pour ça aussi que moi, je pourrais jamais être un combattant visible. Hein. Parce que moi j'ai vu Benoît Saint-Denis, j'ai vu Cyril Gann, en gros, je vois les reportages qui sont faits sur eux. Ces mecs-là, ils t'invitent dans leur vie. Ça veut dire qu'ils vont te faire montrer en gros leur intimité, tu vois, Benoît Saint-Denis qui a sa femme, son enfant, Cyril Gann, il chez lui, hop. C'est-à-dire que ces gens-là, en fait, ils te donnent tout. Hum, Ils te donnent tout. Et dès qu'il perd, comment? C'est-à-dire qu'en fait, t'es devenu limite intime avec lui. hum. Parce que moi, je regarde, j'ai vu son père, j'ai vu ses sœurs, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Donc, limite, je connais toute sa famille. Comment après, derrière, en fait, tu vas te retourner contre lui avec autant de haine et autant de... En fait, les gens, ils sont pitié, ils ont pas d'âme. Moi, Mais, j'ai vu des montages sur Benoît Saint-Denis, j'étais choqué. mais Benoît Sané, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, il est rentré dans une sorte un peu, l'année dernière, c'était un peu la télé-réalité du MMA, tu vois, entre Daniel Warin, Benoît Sané, Maître Funier, Gong, tu vois. Il y a eu un ensemble de choses où c'était presque la télé-réalité de Benoît Sané, et c'était assez compliqué pour lui, je pense, de gérer ça. Mais ça, en fait, ça joue des fans, c'est les fans qui mettent la sauce là-dessus, et aussi des médias, tu vois, c'est tout, en fait. Bah oui, mais après, en fait, dans un sens, je comprends aussi les fans et les médias, parce que le mec, en gros, il arrive au top, hop, il se mange quand il est parti avec Daniel Warren, c'était après Poirier. Ouais, je crois que c'était Ouais. ça, ouais. Donc, ça veut dire que le mec, en gros, il est Ah, circulé juste les après Poirier. victoires. Voilà, il prend une défaite, il quitte son coach. Donc, forcément, les gens, ils vont parler, parce qu'ils vont dire, mais attends, il a quitté pourquoi? Il a quitté parce qu'il a perdu. Et après, il repart encore avec un autre coach. Donc, c'est normal que les gens parlent.
Ouais, sur ça, je comprends totalement. Mais bon, il n'y a pas aussi à avoir débat pour tout et pour rien. Mais après, pour revenir à Cyril Gann, moi, ce qui m'a choqué, c'est que le mec, il a perdu contre Ngannou. C'est-à-dire Ngannou, l'équivalent de Black Panther en Afrique. Et il a perdu contre John Jones. John Jones, qui est l'équivalent de Thanos. Le mec, il se fait terminer parce qu'il a perdu contre limite les plus forts. Le mec, il se fait terminer. Après, en plus, quoi, les gens, ils sont mauvais. Parce que ça va dire quoi? Ouais, il a perdu parce qu'il était derrière Nakamura. Il a perdu parce que ceci, il a perdu parce que cela. Donc, pour en revenir à ce que tu disais, c'est que il y a pas de, il y a pas de, moi je trouve dans le MMA, il y a un manque d'empathie qui fait mal parce que quand t'es un combattant, quand en gros t'es là, t'es un Français, tu te bats pour ton pays, pour représenter ta nation, tout ce que tu veux, et au final c'est ton propre peuple qui te termine plus que d'autres pays, mais tu te dis en fait, Ouais. Ah, mais ça, c'est. c'est tout ça, ça touche, et en plus les gens ils font du montage, les gens ils s'arrêtent pas, même là quand Cyril il a son dernier combat, c'était contre, non Volkov. pas contre Volkov, comment ça s'appelle celui d'avant? Même il avait gagné à l'UFC Paris là. Tu vois ça? Non, Non, Divac. voilà, lui. Il a gagné, il s'est fait terminer. mais en fait, tu vois, en fait, la mentalité française, en fait, le problème, c'est ça, c'est la mentalité française. Et ça vient de tout là-haut. Tu vois, en fait, on est dans un pays qui est divisé. Tu vois, on cherche toujours à diviser les gens, que ce soit en politique, que ce soit avec les religions, que ce soit avec les sports, tu vois. Bien sûr. Tout le monde cherche à diviser les choses et au final, tout le monde se tape dessus et se tape entre eux pour, tu vois, entre les fans de Cyril Gann, ceux qui sont fans de Cyril Gann. Et au final, tout le monde est divisé dans ce pays et ça, c'est dommage, tu vois. C'est un Et pays. moi, je pars d'un principe, c'est très très simple. T'es français, je te donne la force. Ouais, normalement, c'est ça. T'es français, je te donne la force. Ça veut dire que même si, je sais pas, imaginons, je m'entends pas bien avec ton coach ou avec des mecs de ta team, toi tu combats, mais t'es français en fait. Tu vois, ça va pas plus loin. Et quand tu perds, c'est dommage. Tu Non, peux, tu sais que, tu peux te faire éteindre en 10 secondes, c'est dommage, c'est pas grave. T'as perdu, c'est pas grave, frérot. Juste reviens plus fort. mais tu vois, quand tu dis ça, moi, ça serait dans le monde idéal. Mais là, maintenant, Benoît Sagné qui perd, tout de suite, il y aurait des commentaires. Bien fait pour ce droitard, tu vois, un truc comme ça. Ou maintenant, Imavov, moi, ça m'a choqué, hein. Imavov qui gagne contre Adesanya, ou avant son combat contre Adesanya. Ouais, mais de toute façon, Imavov, il est même pas français, ou je sais pas quoi. Enfin, il y a plein de commentaires comme ça. Et en fait, il y a tout qui rentre dans le MMA, tout ce qui est politique, nanani, nanana, et ça divise les gens, et c'est dommage, tu vois. Comme il dit Kerry James, le lâche a la facilité à critiquer ce que le fort fait. Ça veut dire qu'il y a des mecs, ils savent très bien que en fait, ce que les mecs de l'UFC ou les Imamov, pardon, les Benoît Sani, les Cyril Gann, ils savent très bien qu'en fait, tout ce que eux ils font, ils aimeraient le faire. Il est frustré. Et vu qu'ils pourront jamais le faire, et ben, ils vont les descendre. Et quand ils vont les voir dans une mauvaise posture, et ben, eux, tu vois, en eux, là, ça va activer un petit truc de, ah, ça me rassure. Lui aussi, il perd. Tu vois, lui aussi, en gros, il est incapable. Lui aussi, ceci. Donc, et après, derrière, ils vont rajouter la haine. Et c'est typiquement français. C'est 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 dommage. malheureux. C'est Oui, malheureux, mais c'est comme ça. et après dans la rue, ils demandent des photos. Ouais. Typiquement français. Ils vont demander des photos ou en gros, moi ça m'est déjà arrivé. Une fois, alors tu vois, moi je suis entre guillemets dans le MMA français, à part les mecs qui regardent vraiment ou qui sont impliqués dedans, il n'y a pas beaucoup de monde qui vont me connaître. Moi ça m'est déjà arrivé, je suis là, je suis dans un réunion, un mec il est à côté de moi, eh frérot, t'aurais dû faire ça pendant le combat, nanana. Mais c'est fou quoi, pas de bonjour. En fait les gens ils pensent que t'es à eux. Ils t'ont vu à la télé ou ils t'ont vu, t'es à eux, ça y est, tu les appartiens, ils te touchent. C'est pas comme ça la vie. Ouais. Ouais, faut demander les photos gentiment, venir serrer la main, discuter. Moi, ce que j'ai remarqué dans les MMA français, et ce qu'on remarque de plus en plus avec les bagarres fight, c'est qu'en plus, tous les gens du MMA français, ils sont pas sympas. Nous, juste avant toi, on a eu Virgil Hogan, on a eu Barry Sandler, on a eu Théo Udrich, on a eu Sacha de RMC,
on a eu un peu du Morel, on a trouvé, mais tous ces gens, ils parlaient, ils étaient sympas, ils sont ouverts à tout le monde, donc il faut être sympa aussi avec eux, quoi. Mais bien sûr, parce que quand tu fais du MMA, en fait, c'est simple. Tu passes ta vie à te battre. Après, à l'extérieur, ça y est, tu veux que la paix. Moi, je te jure, moi, des fois, il y a des moments où, en gros, ça me saoule. Ça me saoule de que me battre. En fait, tu dois tout le temps être fort. Tout le temps être prêt. Tout le temps ceci, tout le temps cela. Ça veut dire que quand je suis pas à la salle, je vais rien savoir. Un mec, il me fait une queue de poisson. Frérot, c'est pas grave. Si tu veux, même moi, je m'excuse. Je veux plus. Je veux plus me battre, je veux plus de conflit, je veux plus rien. Donc, forcément, moi, ça fait, ouais, depuis 2012, donc ça fait quoi? Ça fait 13 ans. 13 ans, je fais que de me battre. Et si le mec, il fait une queue de poisson, c'est cool, parce qu'il doit quand même. Moi, c'est qui? Avec la ceinture de l'arrêt, son siège passager. Là, ça change la donne. Si là, la queue de poisson, hop, je vois la ceinture. Mais frérot, là, ouais. Mais s'il n'y a pas la ceinture, excuse-moi, frérot, c'est moi. Détache ta ceinture, par contre. De toute façon, c'est simple. La plupart des combattants, ils sont grave cool. Ouais, non, mais c'est vrai. Et tu vois, Humble. même Boulox, on doit l'avoir en interview, normalement, il m'avait répondu, tu vois. Donc, ouais, tout le monde est. Mais bien sûr. Parce qu'en fait, on sait c'est quoi être méchant. Les méchants, on les voit quand tu combats avec un mec. Des fois, tu sens l'animosité d'un mec. Tu dis, mais le frérot, là, il veut pas gagner, il veut ma vie. Donc, ça veut dire que tu sais c'est quoi être fort, tu sais c'est quoi être dur, tu sais c'est quoi dominer. Donc, à partir du moment où tu connais toutes ces valeurs-là, tous ces sentiments-là, bah, t'as rien à prouver. Mais les mecs, ils font des choses, ça, c'est des mecs qui ont des choses à prouver. Soit aux autres, soit à eux-mêmes, soit, c'est des frustrés. Ah, bah, c'est ça. Mais écoute, t'as encore une question, Irakel? Ouais, j'avais une question. Justement, tu dis que t'en as marre de te battre au bout de 15 ans. Est-ce que dans 5 ou 10 ans, tu te vois de l'autre côté, c'est-à-dire entraîner, être dans un corner? Est-ce que c'est quelque chose qui te plairait? Bah, ça, c'est un truc que je fais déjà actuellement. Ouais. Donc j'ai ma team, j'ai des élèves qui combattent, donc ça m'arrive de coacher, de manager, en fait je gravite tout autour du MMA. Mais, oui, oui, ouais. Après moi-même j'aimerais bien aussi être dans le journalisme. Ça c'est vraiment un truc qui me plaît. Et, parce que j'ai une vision des choses dans le MMA qui mérite d'être mis entre guillemets en lumière. À un moment que je suis là, j'ai vu beaucoup de choses, j'ai beaucoup d'expérience. Et je pense que j'ai des choses à dire. Je pense que on va dire, j'ai des angles de vue qui sont un peu différents. Donc c'est ce que j'aimerais faire en fait. Donc pourquoi pas faire des podcasts, faire plein de choses, mais toujours en rapport avec la MMA. Ah ouais, c'est vrai que ça nous disait aussi, de ça peut-être. Ça manque un peu de combattants de MMA en live, histoire de discuter avec eux, tu vois. C'est quand même je trouve que TikTok, ce qui est bien, c'est ça, c'est la proximité. Là, là, on peut te parler à toi, comme on peut parler à quelqu'un d'autre. Et je sais que là, quand ils regardent après sur YouTube, on vient de commencer la chaîne sur YouTube, hein. Il y a des vidéos, elles font entre 300 et 400 à 500 vues, tu vois, c'est le début. Mais les gens, ils aiment bien ce qu'on voit TikTok, on peut parler comme ça. Bien sûr. Donc, c'est bien, c'est Et après, vu que j'ai passé 13 ans entre guillemets, à voyager dans le monde, à me prendre des coups, à en mettre, à faire des régimes, à faire des je sais pas combien de kilos, bah, tout ça, le partager. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont un fantasme du MMA et qui pensent que le MMA, c'est la bagarre. ouais. Parce que pour rentrer dans une cage, il faut avoir l'état d'esprit, bagarre. C'est pour ça, les gars. Donc, si je peux sensibiliser les plus jeunes que moi pour qu'ils évitent de faire les erreurs que j'ai pu commettre, ben, ce serait avec plaisir. C'est une bonne mentalité. Et par contre, il y a tous les champions qui nous ont montré la ceinture, toi tu l'as pas là. Tu veux la, elle arrive, elle arrive. Nous on aime bien avoir la petite ceinture. Il y en a 9 à la maison, donc, Il y en a 9. Et Boulox, il va être jaloux là. elle arrive, t'inquiète. Il va toquer à la porte. Ah, mais ça y est, avec la ceinture, ça se passe bien. Ces jours-là, je l'ai appelé, t'inquiète pas, on se comprend. Elle sait. Bah, du coup, on a
La dernière, Ah ouais. l'avant-dernière et l'avant-avant. Donc je vous laisse choisir les gars. Là, la dernière elle est pas mal. Ouais, c'est vrai qu'avec le noir, elle est bien. Tu vois, ça rajoute. Je pouvais pas trop ramener les autres parce qu'il manque des bras. Ouais, ouais, ouais. Ouais, non, Le cœur y est. Mais à chaque fois, elles sont différentes Non, c'est que la dernière qui est différente. que la dernière. Toi, la dernière, c'est. Attends. Ils ont rajouté des petits strass. Ouais, pas mal. elle est bien celle-là aussi. Hein. Ouais. L'ancienne, elle me faisait penser un peu à la ceinture de l'UFC. Ouais. Ouais. Ouais, c'est Ah vrai ouais, qu'elle est ouais. Bah, c'est celle-là qui la barre, je trouve. Ouais, j'ai l'impression. Hein. Mm. Là, celle-là, je crois, c'est quand t'es 3 fois champion de l'Hexagone. Ah ouais. Ah, c'est pas pour 30 Jago, mais pour l'instant, je trouve la plus belle, c'est celle de la Reste quand même. Hein. Ouais, c'est vrai que Ouais, parce que les Am- les Virgile qui Am- montait la sienne la semaine dernière, Ouais, ouais, mais et y a celle pas de souci, d'Arès. là. Ouais, mais c'est vrai qu'elle est belle. Prochaine vidéo, y a pas de souci, là. Prochaine vidéo, normalement, elle sera là, celle de la. ça marche, hein. On Ouais, retient, mais on nous, retient ça. on va pousser de notre côté, on va vouloir le faire ce combat-là. Bah ouais, parce qu'en fait, c'est le combat que tout le monde veut. Enfin, tout le monde veut, je me comprends, mais en gros, c'est le combat à faire, c'est le combat. C'est un truc. C'est un angle qu'ils ont pas exploité. Champion d'une organisation contre contre une autre organisation. Ouais. Je le faire, lui, il est d'accord. Moi, je suis d'accord. Après, moi, je suis pas spécialement d'accord pour affronter Bulox, parce que Bulox, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce serait d'affronter le champion de l'ARES. Donc, si c'est lui, bah, c'est lui, hein. Mais si c'est lui, pourquoi pas. Mais ouais, non, ça serait intéressant. Même, tu fais ça à Paris, en termes de hype. Les deux plus grosses organisations françaises, les deux champions poids lourds qui s'affrontent. Non, franchement, ça serait une dinguerie. En plus, là, il y a un truc qui est un peu remonté au niveau de la Reste, il y a un nouveau matchmaker, il y a de nouveaux trucs, tu vois. Donc, c'est bon, on verra la suite. Hein. Bien sûr, en plus, tu peux faire une petite histoire, parce que Blox, à l'époque, il avait affronté un de mes élèves. Donc, toi, en plus, même lui, il a combattu à l'époque du Pancras. Tu vois, c'est pas comme si, gros, c'est un mec qui vient d'arriver. Ouais, c'est le combat à faire pour moi. C'est le combat qui a le plus de sens au milieu des Américains. Ouais, Et ça on va le faire. exploserait le MMA français. Ça exploserait le MMA français de faire l'Hexagone MMA contre l'UFC, contre l'Ares, toutes les catégories. Mais bien Tu sûr, vois, dans la même mais soirée, bien faire. sûr. Et ça Mais serait incroyable. tu fais ça, Ouais, ouais faut qu'il le fasse un Mais jour. t'as fini. bah, mais moi, franchement, demain, s'ils font ça, je crois, je vais pas combattre, hein, je voudrais dans le public. Il faut que je vois ça. Ouais. T'imagines? C'est quoi, on va en parler dans notre TikTok de ces idées-là. Hein. Allez, YR, faut lancer la Non, mais, propagande. mais Paris, Fight, vous signez pas pour un Paris Sadi Güzel contre Aboubakar Younousov? Ah, si, Mais aussi, c'est une carrément. dinguerie, ça aussi. Bien sûr, en plus, même en termes de. Parce qu'il faut que tout le monde s'y retrouve, mais eux, en termes d'argent, demain, tu fais ça. Là, ça, c'est sûr qu'elle est full. T'imagines, tu fais une soirée, mais que avec on se chante. Oh là là. Le bordel. Le bordel. Une soirée que des champions. Donc, sur la carte, il n'y a que des champions. Ouais. Ouais, ça. Magnifique. Ouais, bah, ça serait une dinguerie, il faut le faire. Hein. On va en parler, Mais on va en bon, parler, on va faire du propagande. après, c'est problème d'ego, problème de. On sait que. Bah, c'est dommage parce que les gens, ils vont pas réfléchir en mode il faut faire ça parce que ça doit être fait et parce que les gens, ils vont kiffer. Ouais. Les gens, ils vont réfléchir en mode égoïste. Ouais, mais si on fait ça, mais si c'est nos combattants qui perdent, bah après, nous, derrière, comment on va faire, blablabla, tu vois. Ouais. Ouais, bah, Malheureusement, la France. ouais, on va se quitter sur ce mot-là à la France. Hein, mais non, franchement, c'était top cette interview. Mais, tu reviens quand tu veux. Et n'hésite pas, si maintenant si tu mets des vidéos sur TikTok, envoie-les-nous en privé, qu'on republie. Ça te fasse monter un peu ton compte si tu veux, histoire de péter un peu. Avec plaisir, avec plaisir. Et, on va essayer. Et puis à l'occasion, on pourra même, si t'es chaud, faire des débriefs de combat, vu que t'aimes ça.
On pourrait trouver un moment, si ça te plaît vraiment, avec plaisir, hein. Si vous voulez, on fera même pour Ankalev et Pereira, parce que dans les commentaires, j'ai vu quelqu'un qui disait en gros Ankalev Pereira qui gagne. Ouais. Toi, tu penses quoi? Bah, pour moi, c'est compliqué de dire de donner un vainqueur comme ça, parce qu'en fait, c'est simple. Si Ankalev, il ramène Pereira au sol, il commence à le ramener au premier round, il va gagner. C'est ce qu'on a dit. Et si Ankalev, il commence le striking, il est mort. Il est mort. Ouais. Et tu vois, S'il le ramène au sol, je pense qu'il gagne au troisième round. moi, je vois une split decision, une split pour Pereira. Je pense qu'Ankalev, il peut bloquer le combat en lutte, mais je pense que Pereira, il va mettre peut-être un peu plus de coups. Donc, je pense qu'on va aller sur une split, comme avec Je Blachowicz. pense pas qu'ils vont aller au bout, parce que là, c'est synchrone. Ouais, mais Ouais, ouais. mais moi, ce que je disais, À 1000% que s'ils commencent à le lutter dès le premier round, ils iront pas jusqu'au bout. Pereira il sera trop fatigué. On l'a vu avec Blachowicz. Quand il le ramenait au sol, dès qu'il se relevait, c'était plus le même. Les frappes, elles étaient moins précises, il était Ah, mais moi, c'est. plus d'impact, il était beaucoup plus à découvert que Pereira, c'est ça sa force. C'est qu'il encaisse, il encaisse, il encaisse. Et quand il commence à envoyer, directement, en fait, on dirait, il a besoin d'absorber des frappes pour pouvoir après, t'éteindre. C'est toujours pareil. Si jamais il va venir, il va se manger zéro frappe. Donc, ouais, mais moi, ce qui, il est très précis, hein, très précis, bon striking, des bons équipes, un gaucher, des bons enchaînements. moi, ce qui me fait peur, justement, c'est les 5 rounds. J'ai peur que Ankalaev perde en lucidité, parce qu'on sait qu'il a pas un fight IQ exceptionnel, et j'ai peur, justement, que il se perde un peu au fil du combat, et moi, mon pronostic, ça serait un TKO de Pereira au 4e round. Moi, Comme ça, c'est personnellement, noté. je trouve qu'Ankalev, il a un très très bon fight IQ parce que si tu regardes bien, à chaque fois qu'il commence un enchaînement, il ressort. Il a la lucidité de voir si les mains de l'adversaire elles sont basses ou pas pour envoyer un kick. Il rentre, t'as un truc qui jette, il rentre, hop, deux, trois frappes, il ressort. Il rentre, il ressort, il rentre, il ressort. Il s'est ramené au sol quand il faut, avec Blachowicz, il a envoyé que des casse-kicks. Il l'a ramené au sol. Tout en boxant, il l'a ramené au sol. Donc, Mais je quand, pense que si ça va pas au sol, Pereira, il peut gagner au deuxième. Mais si ça va au sol, Ankalaev, il gagne au troisième. Moi, tu sais quoi? mais quand Moi, on je voit reste son, sur moi, je reste sur ma split. Et on verra, on se reparlera à la fin du combat et on verra qu'il y aura juste. Je dis avec plaisir, mais c'est impossible qu'il fasse ses synchrones. Je sais pas. moi, j'y crois pas. Moi, j'ai peur j'ai peur qu'on ait un combat ennuyant. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça colle pas mal. Mais après, en même temps, t'affrontes Pereira, tu veux faire quoi? Ouais, c'est bah ça. ouais. C'est soit tu fais une Adesanya, tu le titilles un peu, tu laisses venir, hop, tu bloques, t'as ton ouverture, tu couches, mais bon, ça, il y a qu'Adesanya qui peut faire ça. Ou sinon, si tu boxes avec lui, pour moi, la meilleure des stratégies contre Pereira, c'est tu boxes, dès qu'il commence à vouloir contrer, là, ou à faire son décalage, là, sur le côté, mettre ton crochet, tu le ramènes au sol. Et lui, projet le combat. Comme il a fait Blachowicz. Ouais, c'est ça. C'est obligé. Mais tu sais quoi, moi, ce combat, il me fait trop douter. Hein. En canette, j'ai mis une semaine à me dire comment ça peut se finir, comment ça peut se faire. Et pour ça, j'étais perdu. Bah, pour moi, c'est deuxième ou troisième round. Après, si ça va au cinquième round, le combat, il sera dégueulasse. Ouais. Là, il y a un commentaire qui me dit YR, tu te bases sur quoi pour dire qu'Ankalaev a pas un bon fight IQ? Ben, par exemple, sur son dernier combat contre Rakic, je trouve qu'il s'est compliqué le combat. Je veux dire, il peut faire plus simple par moment. Je trouve que dans ses combats, il se les rend difficiles lui-même. Par exemple, contre Rakic, il a voulu striker sur 3 rounds, alors que Rakic, au deuxième round, il était cramé et qu'il aurait pu l'emmener au sol et sécuriser la victoire plus facilement. C'est sur ça que je me base. Après, c'est plus facile à dire qu'après. Après, je peux comprendre parce que moi, ça m'est déjà arrivé où le mec, je savais que je pouvais ramener au sol. Je savais que je pourrais finir debout. Mais dans ma tête, en fait, je voulais gagner comme ça. Ouais. Des fois, ça arrive où, je sais pas, il y a beaucoup de combattants, ça arrive, c'est des mecs du sol, de la lutte. Ils ont l'habitude dès que ça devient dur, d'aller au sol ou de choisir la facilité de la lutte.
mais pour leur progression, ils sont obligés de rester debout. Donc des fois, ça arrive où tu restes debout, tu fais pas aller au combat le plus facile pour toi, tu choisis la difficulté, mais derrière, ça te permet de progresser après d'avoir une assurance pour ton striking. Ouais, je dis pas que c'est ça, hein, Et mais tu crains pas qu'il fasse, et tu tu crois pas crains que pas qu'il fasse la même contre Pereira? il peut, il peut pas rester debout contre Pereira. C'est compliqué. Et Ah ouais. après, je pense qu'il a chaque son striking, mais il va faire quoi? Il va faire du pied-point. Bah, en plus, niveau allonge, je crois qu'il n'y a pas une différence énorme. Au niveau de la taille, c'est pareil. Après, on n'a jamais vu le sol de d'Ankalaev. Si, une fois en grand endpoint. Il a fini quelque chose Voilà. en endpoint, mais Après, moi, j'ai beaucoup regardé ses combats avant l'UFC. ouais. Donc, il a des bonnes âmes au sol, très bon timing, et il a un très bon sol, hein. Ouais. Il a un bon grand endpoint, il est très très lucide. Mais après, ça peut être une surprise, hein. Parce que Pereira, comme je disais souvent, en fait, les combattants qui dominent beaucoup leur catégorie, qui sont vraiment considérés comme invincibles, le jour où ils chutent, on s'y attend pas. Enfin, Anderson Silva face à Weidman, qui pouvait dire ça? Personne. Euh, Edouard face à Kamaru Usman, tu ne peux pas arriver. Tu vois, il y en a plein, hein. Ronda Rousey face à Holly Holm. Tu le vois pas. Donc, ça va être la surprise, parce que Pereira, tôt ou tard, il va perdre. Ça c'est sûr. Je pense pas Surtout qu'il va que quitter Pereira, l'UFC. Pereira, il pense déjà après, tu vois. Il a déjà parlé qu'il voulait faire de la boxe, tu vois, après. Il voulait faire de l'anglais. Et comme par hasard, aujourd'hui, Dana White, il a ouvert son organe d'anglaise en Arabie Saoudite. Donc, tu vois, si Pereira, il perd là, il va peut-être faire de l'anglaise avec Dana White. Mais il peut tout faire. Comme si demain, s'il veut, il fait du tennis. Ouais. Il peut tout faire. Et les gens, ils les gens, ils vont regarder le tennis parce que Ouais, il peut tout faire sauf parler, il peut tout faire sauf parler anglais, lui. mais pourquoi faire? Il n'a pas besoin. C'est vrai. Chama. Il fait En plus, ça fait son personnage. Ouais, ça fait son personnage. Sharma, tout le monde dit Sharma. C'est-à-dire que maintenant, c'est nous, on parle de Pereira. Ouais, c'est ça. Exactement. Imagine. Exactement. Mais c'est quoi, Prince? Il y a des fois, on pourrait faire des lives débriefs comme ça de soirée, ça serait cool. Si t'es avec nous, quitte à qu'on fasse pareil et que j'enregistre après le live pour mettre sur YouTube, tu vois, des lives débriefs, on parler de la carte qui arrive, c'est comme ça serait cool, hein. Non, avec plaisir, hein. Moi, de toute façon, moi, c'est ce que j'ai envie de faire, donc, ouais. Pourquoi On pas. reste, C'est cool, donc on parle de choses qu'on aime bien, ça se passe bien, donc ouais. ouais, mais on reste en contact. Et comme dit, tu vois, moi, je suis à l'MMA un peu grand public. Je suis pas aussi calé que Ira Kafa et lui, c'est la vie du MMA français. Il connaît tous les amateurs, donc, on arrive bien à se joindre, on parle de tout, donc c'est cool quand même. Ouais, bah, moi, c'est cool, hein. J'aime beaucoup ce genre d'émission. En plus, comment vous le faites et tout, ça se voit que, en gros, vous aimez les avis différents, vous aimez comprendre. Ouais, c'est pas en gros des mentalités en mode bloqué. Genre, je pense que l'MMA, c'est comme ça. Si tu mets une autre vision des choses, non. Bah, tu vois que c'est comme tu dis, t'es quelqu'un du peuple. Nous, c'est un peu l'émission du peuple, tu vois, on n'est pas des médias. On vient discuter comme des gens lambda qui dans le chat, tu vois, et on essaie de faire ça au naturel, tu vois. Ouais, bah, avec plaisir, hein. De toute façon, je vais faire mon compte TikTok, là, je vais faire en sorte qu'il soit bien Ouais, optimal. comme dit, hein. Ouais, Tu nous envoies les vidéos en privé, nous on les republie et ça te fera de la visibilité. Hein, tu vois, on peut essayer de faire monter un peu ton compte. Hein. Ça peut être ouais. intéressant. Bah, moi, je suis chaud, les gars. Ok, on marche comme ça. Bah écoute, après si tu veux retrouver cette interview, moi je la publierai sur YouTube dimanche prochain, chaque dimanche. Et ce dimanche-là, vous retrouvez Virgil Huguel, qui sortira ce dimanche-là à 14h. Et du coup, cette émission avec Prince Aounala, ça sera dimanche prochain à 14h. Merci à tous d'avoir été là dans le chat, même s'il n'y a pas énormément de monde ce soir, mais c'est pas grave. On a bien discuté. Et merci à toi, Prince, d'être là. Ouais, merci beaucoup. On garde Merci contact pour l'invitation. pour la suite. Merci à tous ceux qui ont été là, qui ont partagé cela avec nous et gros big up aussi à la Réunion. Ouais, bien vu, bien vu. Allez, à plus les gars.